Le docteur Sandhya Kranti parle ici des insectes ravageurs du coton. Sur cette diapositive, nous allons analyser les facteurs limitants des rendements cotonniers. Les maladies causées par les insectes nuisibles et les mauvaises herbes sont les facteurs biotiques dominants. La nutrition, l'eau, les sols, les semences, les intrants et le changement climatique sont quelques-uns des facteurs abiotiques qui ont un impact sur la production de coton-graine. Les insecticides demeurent le pesticide le plus utilisé au niveau mondial et le coton est l'une des cultures qui continue à utiliser un niveau élevé d'insecticides. Voyons ici une classification des insectes ravageurs du coton. Les parasites suceurs s'alimentent de feuillage et sont présents au stade végétatif de la culture. Les nymphes et les adultes causent des dégâts et les pertes économiques ne sont pas perceptibles. Beaucoup sont microscopiques et sont des mangeurs externes, c'est-à-dire qu'on peut les voir se nourrir sur les parties du cotonnier. Ce sont des transmetteurs de maladies. Ils peuvent être contrôlés de manière naturelle et des interventions importantes peuvent être évitées. De l'autre côté, le ver de la capsule se nourrit des capsules et sont présents au stade de reproduction de la culture. Seuls les dommages larvaires sont observés et les pertes économiques sont notables. Les vers sont visibles à l'œil nu et sont des mangeurs internes ou externes. Ici, on parle de mangeurs internes, ça veut dire qu'on peut les voir se nourrir depuis l'extérieur. Qu'on ne peut pas les voir se nourrir depuis l'extérieur quand on parle de mangeurs internes. Ce n'est que lorsque la partie endommagée de la plante est ouverte que l'on voit le parasite. Des interventions sont nécessaires. Les pucerons. Deux stades de la culture cotonnière sont vulnérables aux nymphes des pucerons et aux dommages causés par les adultes. Le stade précoce, environ 30 à 45 jours après le semis, et le stade d'ouverture maximale des capsules. Les pucerons sucent la sève et sécrètent un miella sur les parties tendres de la plante. Des fourmis noires sont visibles sur les plantes infestées par les pucerons. Les feuilles touchées présentent un aspect en coupe, recourbement des feuilles vers le haut et brillantes. Les pucerons transmettent le virus ainsi que le phytoplasme du virus de l'enroulement des feuilles. Le traitement des semences à l'imidaclopride protège contre les pucerons, bien que seulement 5% de l'insecticide appliqué soit absorbé par la plante et que l'insecticide soit métabolisé dans les 27 jours à l'intérieur de la plante. Heureusement, les métabolites ont une activité anti-fourmis qui fait fuir les pucerons. Les pucerons sont plus nombreux sur les jeunes plantes lorsque le temps est nuageux et qu'il est emporté par les pluies. Excellente lutte contre les prédateurs. Au Tchad, d'excellentes études mettent en évidence la maladie fongique qui contrôle les pucerons dans le coton. Voyons ici les jacides. Ils sont spécifiques à l'Inde et à l'Afrique. Les nymphes et les adultes de la cicadelle sucent les sèves des feuilles, ce qui la fait se recroqueviller, jaunir et sécher. Les insectes injectent une toxine dans la plante pendant le processus de succion de la sève qui entraîne le brunissement et l'assèchement de la plante. Les plantes gravement atteintes sont chétives. Ces insectes provoquent une brûlure due en fait à ces cicadelles. Résistance de la plante haute, la pilosité des feuilles aide à combattre la cicadelle. Le traitement des semences protège contre les cicadelles. Habituellement, les cotonculteurs pulvérisent la plante en plus du traitement des semences pour sa gestion. Cela est devenu nécessaire car les cicadelles en Inde ont développé une résistance à l'imidaclopride. Les dommages causés aux cultures sont graves entre le 30e et le 60e jour après la semis sur les variétés sensibles.
Les thrips sont microscopiques. Ils provoquent des stries argentées sur les jeunes feuilles. Ces stries s'unissent et provoquent le froissement et l'assèchement des feuilles. Elles se produisent entre le 30e et 45e jour après semis. Elles sont vues sur des plantes traitées à l'imidacloprid dans des conditions sèches. Elles transmettent le virus dans l'enroulement des feuilles. Il existe également des tripes prédateurs qui peuvent également être phytophages. Les tripes phytophages sont associées à des acariens prédateurs. Les aleraudes sont reconnus sur les plantes à l'âge adulte car c'est le seul stade mobile où ils volent facilement lorsqu'on le dérange. L'aleraude attaque la culture au stade précoce à partir du 50e jour après semis et est aggravée par certaines pulvérisations d'insecticides. À un stade plus avancé, elle affecte la qualité des fibres en termes de résistance, la longueur, la couleur et la rend collante. Les nymphes et les adultes sucent la sève, ce qui provoque l'enroulement des feuilles, le myéla et la fumagine dans le cas d'infestations graves. Les aleraudes transmettent le virus de la frisolée, qui est unique au nord et sous-continent indien et à l'Afrique. Le nombre d'aleraudes dans un champ de coton est fortement influencé par la météo et il se multiplie rapidement dans des conditions chaudes et humides. La résistance de la plante hôte, le semis au moment opportun, coïncidant avec l'arrivée des pluies, l'évitement de certains groupes d'insecticides et de leur mélange sont les éléments les plus importants dans la lutte contre ce ravageur. Le choix des insecticides dans sa gestion est le plus important lorsque les autres mesures échouent. La punaise myrrhide. Il existe au moins 5 sortes de punaises myrrhides qui attaquent le coton en Inde. Ces insectes ont été récemment signalés comme des ravageurs émergents sur le coton bêté. Ils se manifestent dans la fenêtre de pré-bourgeonnement et de bourgeonnement s'étendant jusqu'au début de la période de formation des capsules vertes, c'est-à-dire 45 à 90 jours après les semis. Les nymphes et les adultes endommagent les bourgeons en forme de tête d'épingle, les pointes de croissance et les capsules vertes et tendres. Les bourgeons et les fleurs sont visibles à la base des plantes touchées et présentent presque toujours une tache noire qui est le site d'insertion des parties buccales de la punaise myrrhide. Les plantes atteintes présentent une abondance de branches végétatives, surtout si l'extrémité de croissance est endommagée. On observe des nymphes et des adultes se déplaçant rapidement sur les plantes. Des punaises myrrhides prédatrices ont également été observées sur le coton. Elles se nourrissent d'acariens, de tripes et des œufs de verre de la capsule. Et ces punaises myrrhides peuvent également devenir phytophages. Cette diapo montre les dommages causés par les punaises myrrhides. Donc vous voyez ici, on a plusieurs. Des cicatrices donc sur la capsule, une forme de bec de perroquet, encore ici, une forme de bec de perroquet, une mauvaise ouverture des capsules. Et là, c'est la coloration des fibres. Les cochenilles. Pourquoi les appelle-t-on des cochenilles? Elles sont ainsi appelées en raison de la couche cireuse qu'elles ont sur leur corps. Cette couche cireuse empêche ou réduit l'action des insecticides de contact. Elles apparaissent généralement au stade de l'ouverture de la capsule et sont très faciles à gérer. Les nymphes et les adultes sucent la sève des parties tendres de la plante lorsqu'ils attaquent les jeunes plantes et des parties ligneuses des plantes plus âgées, c'est-à-dire les parties charnues dures des plantes plus âgées. Ils sécrètent du myéla et provoquent le développement de la fumagine.
Lorsqu'ils attaquent les capsules ouvertes, leurs dégâts se caractérisent par des taches sur des capsules et affectent la qualité de la fibre. Des fourmis noires sont observées sur les plantes infectées par la cochenille. De nombreux parasitoïdes indigènes exercent un contrôle même si le parasite a été introduit en Inde. Le ver de la capsule. Il cause des dommages aux bourgeons et aux capsules, cause des pertes économiques directes. Elle allonge la culture, ne se produit jamais en l'absence de bourgeons. Ce ver n'est pas connu comme un vecteur de maladie. Les dommages sont causés par les larves. Ce ver a une résistance aux insecticides et au coton bêté, peut être monophage ou polyphage. Et on peut facilement élever des vers de la capsule dans des conditions de laboratoire. Le ver de la capsule américain, en Inde, on l'appelle le ver de la capsule américain car il affecte le coton américain. En Afrique, on l'appelle le ver de la capsule africaine. Les larves présentent des types de couleurs. Lorsque la plante est au stade de bourgeonnement, les papillons de nuit pondent des œufs un à un sur les parties supérieures tendres de la plante, sur les feuilles et sur les bourgeons. Les dommages causés par les larves provoquent l'écartement des bourgeons ainsi que la perte de bourgeons. Les bourgeons sont percés d'un trou rond. Une seule larve peut endommager jusqu'à 20 bourgeons. Lorsqu'une larve attaque les jeunes capsules, elles endommagent jusqu'à 2 ou 3 capsules et se nourrissent en creusant le contenu intérieur. On peut voir beaucoup de matière fécale à l'intérieur du trou de la capsule. Les larves se nourrissent en gardant la moitié de leur corps à l'extérieur, qu'il s'agisse d'un bourgeon ou d'une capsule. Il est très résistant à la plupart des groupes d'insecticides plus anciens. De nombreux parasitoïdes et prédateurs ont été enregistrés sur ce ravageur, parmi lesquels les parasitoïdes sont capables de réguler de nombreux stades de l'insecte nuisible. Le papillon Aearias. Ce Aearias peut se produire 2 fois dans la campagne. La première en tant que foreur précoce des pousses et la deuxième apparition au moment du bourgeonnement. En tant que foreur précoce des pousses, il peut entraîner la mort d'une plante âgée de 15 à 20 jours par la formation d'un cœur mort, c'est-à-dire que la pousse terminale s'affaisse et meurt. Cela peut entraîner une profusion de branches qui pourraient ne pas être productives. Dans le cas du système de semis à haute densité, la perte de quelques plantules n'a pas d'importance. La chenille se nourrit sur seulement 1 ou 2 bourgeons et n'est pas gourmande. Les chenilles sont généralement de couleur sombre et apparaissent tachetées. Il n'est pas rare de voir des papillons de nuit sur la culture pendant les périodes les plus fraîches de la journée. Il est considéré comme le moins nuisible de tous les vers de la capsule. Les cultures pièges, comme le gombo, peuvent facilement être utilisées pour détourner le ravageur du coton. Le ver rose de la capsule, il s'agit d'un parasite mystérieux, car le stade nuisible se trouve plus ou moins à l'intérieur des capsules vertes en développement. Les dégâts ne sont visibles que lorsque les capsules s'ouvrent, car ils se traduisent par des tissus et des graines pourries et des fibres tachées. C'est un parasite monophage sur le coton et il se produit 2 fois pendant la campagne. Il est présent au stade de la floraison et les fleurs en forme de rosette sont le principal symptôme des dégâts. Les fleurs affectées ne se développent pas en capsule. Le papillon de nuit pond des œufs
sur les crevasses de la capsule ou sur les bractées. À l'éclosion, les larves chenilles se déplacent rapidement dans les capsules et passent par la base de la capsule et on peut voir plusieurs larves se nourrir de graines et des fibres en développement. Une capsule est suffisante pour compléter son cycle de vie. La lutte contre ce parasite est assez facile grâce à la surveillance en piégeant en masse des papillons adultes à l'aide de pièges à phéromones, en utilisant un coton de courte durée suivi par une fermeture de la campagne. Une approche communautaire est nécessaire pour sa gestion, d'autant plus que le ravageur est monophage. Des parasitoïdes intéressants ont été remarqués pour réguler les populations de ravageurs qui, à leur tour, influencent le choix des insecticides. La chenille de la capsule, Spodoptera. Il s'agit principalement d'une alimentation nocturne sur le feuillage. Les chenilles sont écloses à partir d'œufs pondus en masse et se nourrissent de façon grégaire. La chenille est polyphage et provoque très rapidement des feuilles extrêmement squelettiques. C'était un ravageur important du coton il y a 30 ans environ, avec l'introduction des périthrinoïdes. Les punaises de coton Dysdercus cingulatus, punaises gendarmes, et les punaises Oxycarinus spp du coton. Ces punaises se produisent lorsque la culture se prépare à l'ouverture des capsules. Les nymphes et les adultes se nourrissent des graines tendres du coton qui se trouvent dans les capsules fraîches ouvertes. Les plantes affectées portent des fibres tachées, collantes et couvertes de miella. La germination des graines endommagées et leur teneur en huile sont considérablement réduites. La punaise Dysdercus sont suivies par les punaises Oxycarinus car les téguments des graines qui ont durci peuvent être pénétrés par la punaise Oxycarinus, mais pas par la punaise Dysdercus. Les papillons Anomys flava se produisent sur le coton entre 40 et 60 jours après les semis. Les larves sont principalement des mangeurs de feuilles. Les larves se nourrissent de limbes, des feuilles et ne causent aucune perte économique. Les plantes de coton non bêtées peuvent être facilement distinguées des plants bêtés à ce stade car seules les plantes de coton non bêtées sont attaquées par cet insecte. Les larves sont les hôtes de plusieurs parasitoïdes, plus communément des apanthelles. Il agit comme une usine biologique dans le champ. Il ne faut pas pulvériser contre ce parasite. Il peut être facilement confondu avec Helicobacter armigera, même pour un œil avisé. On voit les larves de Silepta derogata à l'intérieur des rouleaux de feuilles fabriqués sur le cotonnier. Les rouleaux sont palmés, striés, avec des matières fécales à l'intérieur. Les larves sont translucides et délicates. Elles ne causent aucun dommage économique. Les dommages ne peuvent être observés que sur les plantes non bêtées. Ils surviennent 90 à 110 jours après le semis. Les larves facilitent la multiplication des ennemis naturels dans les champs. Ce sont des usines biologiques vivantes se trouvant dans le champ. Les acariens tétraniques rouges sont communément observés sur le coton et sont rarement reconnus comme un parasite. Ces insectes sont à peine visibles à l'œil nu et les symptômes qu'ils provoquent sont considérés comme une conséquence à la carence nutritionnelle. Les acariens se nourrissent généralement sur la surface inférieure des feuilles et les feuilles touchées passent progressivement du vert au jaune puis au rouge pour finalement se dessécher. Ils préfèrent causer des dégâts pendant la saison sèche.
La légionnaire d'automne, aussi appelée la noctuelle américaine du maïs, est un tout nouveau parasite en Afrique qui n'avait jamais été connu dans l'hémisphère oriental au siècle dernier. Avec la culture généralisée du maïs, ce ravageur s'est propagé dans d'autres pays. Il pourrait éventuellement infester le coton par des migrateurs au stade plus âgé qui viennent des champs de maïs voisins. Ils peuvent être identifiés par des marques distinctes présentes sur la larve du quatrième stade. Deux souches de ce ravageur existent aux États-Unis, la souche du riz et la souche du maïs. Jusqu'à présent, seule la souche du riz a pu pénétrer dans l'hémisphère oriental et est nettement moins nuisible que la souche du maïs sur le riz, le maïs et le coton. Et il est beaucoup moins nuisible que la souche du maïs sur la culture du riz, le maïs et le coton. Donc on voit ici les 4 points sur le dernier segment de l'abdomen et ici le Y inversé de la tête. Les criquets locustes, c'est une phase grégaire, a fait son entrée en Inde. Une phase grégaire des locustes a fait son entrée en Inde cette année. Le coton a été endommagé au stade de la plantule dans le nord de l'Inde et au Pakistan. La surveillance et le partenariat mondial sont importants pour sa gestion. Des filets sont utilisés pour les capturer, pour capturer les locustes au repos. Ils peuvent être transformés en aliments pour volailles. L'utilisation de pulvérisation aérienne d'insecticides contre les essaims dans les zones non cultivées sont quelques-unes des mesures adoptées. Où et quand dois-je examiner le parasite et dois-je appliquer la pulvérisation? Permettez-moi de diviser la campagne de culture cotonnière en 4 fenêtres. Les fenêtres sont les suivantes: de 0 à 45 jours après les semis, de 45 à 75 jours après les semis, de 75 à 100 jours après les semis et de 100 à 130 jours après les semis. Lorsqu'une fenêtre est ouverte, toutes les autres fenêtres sont fermées. Dans la culture de 0 à 45 jours après les semis, parmi les insectes nuisibles, seuls les dégâts causés par les insectes suceurs de sève peuvent nuire à la croissance des cultures. Si vous avez cultivé la culture à partir de semences traitées à l'imidaclopride, commencez à examiner la culture à partir du 30e jour après les semis. Choisissez 3 endroits au hasard dans un champ d'1 acre. Comptez le nombre de plantes par mètre de longueur de rang. Observez le tiers supérieur de chacune de ces plantes dans une rangée d'1 mètre de long. Combien de plantes sont chétives par rapport au nombre total de plantes par mètre de longueur de rangée? Les feuilles de ces plantes chétives sont-elles enroulées en forme de coupelle ou sont-elles décolorées? Tournez les feuilles et recherchez les parasites. Donc tournez, regardez sur le dessous des feuilles pour rechercher le parasite. S'il y a des pucerons, ne pulvérisez pas la plante, surtout si vous voyez également des ennemis naturels. Si vous voyez un nombre de jacides ou d'aleurodes dépassant 2 par feuille sur 25% des feuilles d'une longueur d'une rangée de mètres, commencez à pulvériser l'insecticide le plus écologique. Même si vous voyez des chenilles sur les plantes en l'absence de bourgeons, il s'agit très probablement d'un Anomis flava, aussi appelé semi-looper en anglais. Ne pulvérisez pas contre aucune des chenilles dans cette fenêtre. Dans la fenêtre de 45 à 70 jours, recherchez le nombre de bourgeons écartés pour mettre
par mètre de longueur de rang en 3 endroits dans le champ. Comptez également le nombre total de bourgeons par mètre de longueur de rangée. Si les pertes de bourgeons sont supérieures à 10%, commencez à pulvériser l'insecticide recommandé pour la fenêtre. Dans la deuxième fenêtre, si les capsules endommagées dépassent 10%, commencez à pulvériser l'insecticide recommandé. Installez également des pièges à phéromones dans les vers roses, pour les vers roses de la capsule à hauteur de 20 pièges par hectare. Dans la troisième fenêtre, surveillez les dégâts causés par les capsules vertes et exprimez le pourcentage de capsules endommagées par mètre de rang. En outre, si la dissection aléatoire de 25 capsules vertes donne au moins 5 larves de vers roses de la capsule, commencez la pulvérisation recommandée. Je vous remercie de votre attention.